Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado L'Astuce de cette semaine. Mon sujet cette semaine, j'aimerais ça parler de planification de retraite, d'optimisation au niveau de la retraite. Pourquoi que je décide de parler de ça maintenant? Parce que depuis le début de l'année 2024, j'ai parlé avec beaucoup de conseillers à travers la province. Et dans presque toutes mes présentations, pour ceux qui ont déjà assisté, je demande aux conseillers, en levant la main, qui ici fait systématiquement des plans de retraite à tous ses clients ou à presque tous ses clients. Et à ma surprise, en fait, tout dépendant évidemment des groupes et les réseaux de distribution, mais je vois environ entre 15 et 30 des gens qui lèvent la main. Ça veut dire qu'il y a environ 70-80 des gens qui ne lèvent pas leur main en ne faisant pas de planification de retraite. Et la raison du pourquoi, c'est évidemment la lourdeur administrative de faire des planifications de retraite. Évidemment, je peux comprendre si vous avez un client qui est uniquement en assurance, ben, faire sa planification de retraite, ça devient plus difficile parce que vous n'avez pas la gestion des investissements. Par contre, moi, ce que je veux amener, c'est pour ceux qui ont les deux, là, qui font la planification, qui font les assurances, qui font les investissements, puis qui ne font pas nécessairement de planification de retraite avec leurs clients, soit parce qu'ils ont des clients trop jeunes ou qu'en fait, les clients n'ont pas demandé de faire une planification de retraite. Ben, ça crée un enjeu, évidemment, hein. Ça crée un risque dans votre structure d'entreprise, hein, parce qu'il y a d'autres conseillers qui font systématiquement de la planification de retraite. Et le besoin en planification de retraite, c'est surtout ça le point, c'est qu'il est là et il est important. Si je m'en vais voir sur la pyramide de la population au Québec, ça c'est la population en 22, disons qu'on s'en va à la population en 23, même on pourrait aller en 24, en 2024, ben, on se rend compte, là, si vous regardez la courbe démographique, là, la zone verte, c'est la zone qui a une bonne quantité de personnes dans cette zone-là. Et si vous regardez, ben, le pic des gens va se retrouver à être des gens dans la soixantaine. Donc, on a des gens de 59, 60, 60. Vous voyez, c'est des gens qui sont à l'aube d'une retraite. Donc, si vous ne faites pas de planification de retraite, ben, ces gens-là, aujourd'hui, demain, sont à la recherche d'un plan de retraite. Puis même si on prend les gens d'en dessous, là, en fait, tout le monde a besoin d'un plan de retraite. Puis pour moi, la planification de retraite, c'est mieux d'être précoce que tardif parce que plus on a du temps, le facteur temps est un des seuls facteurs qui nous permettent de pouvoir optimiser les choses puis de pouvoir s'adapter en fonction de la réalité. Par contre, la réalité, c'est que beaucoup de gens à 62 ans, ils disent hey, j'aimerais savoir si je suis capable de prendre ma retraite. Et bien là, la réalité, c'est que s'il faut s'ajouter, on n'a pas de temps devant nous. Mais ici, c'est ce qui nous démontre parfaitement que c'est ça. Autant les hommes que les femmes, on a une grande population qui s'en va à la retraite dans les prochaines années. Et bon, les gens, quand on regarde des sondages, les gens disent ah, ben moi, j'ai un plan. Mais quand on regarde vraiment c'est quoi leur plan, ben souvent le plan vient que c'est un plan unidimensionnel sur la gestion des placements. C'est pas un plan de retraite, ça. Est-ce que vous avez un plan sur quand est-ce que c'est mieux de prendre votre régime de rente du Québec? Est-ce que vous allez perdre votre supplément votre pension de sécurité de vieillesse à cause que vous avez un trop gros revenu? Allez-vous décaisser vos REER en premier, votre CELI, vos placements non enregistrés? Comment vous allez structurer ça? Le fonds de pension, il arrive à quel âge? C'est quoi les répercussions de tout ça? Donc, c'est important d'avoir ça sur un plan et de le suivre au fil du temps. Le fait de pouvoir suivre le plan, ça va me permettre de pouvoir optimiser tout ça. Mais ici, je trouvais que quand on regardait la courbe démographique du Québec, bien, ça nous en dit beaucoup sur le Québec actuellement, et que comme conseiller, comment je devrais m'ajuster? Bien, clairement, en regardant ça, si je veux bien me positionner, aussi juste en développement des affaires, ben, il faudrait peut-être que je pense à mettre en place de la planification de retraite, trouver un bon logiciel que je suis à l'aise, que je suis capable d'illustrer un peu tout ce que je veux, qui me permet aussi d'optimiser la situation de mon client. On va parler un peu de tout ça. Puis dans l'outil l'Astuce Max, l'outil qu'on utilise pour en fait illustrer toutes sortes de choses à nos clients puis nous permettre d'avoir un support visuel, hein, parce que, en tout cas, moi, mes clients sont principalement visuels, donc c'est important d'avoir une source
visuel pour être en mesure d'expliquer ce que je veux dire. Si je veux parler, exemple, du point mort de la Régie des rentes du Québec, ben, si je vous l'explique comme ça, ben, probablement qu'il y a 7 clients sur 10 qui ne comprendront pas. Par contre, si j'ai 3 clics à faire qui vont me permettre de me rendre à la Régie des rentes du Québec pour ensuite être capable d'illustrer le fonctionnement du point mort de la Régie des rentes du Québec, ben c'est sûr que ça l'aide et ça va. Si les gens comprennent ou du moins voient les stratégies que je vais leur proposer, ben c'est sûr que ça augmente mon taux de rétention avec ces clients-là ou la probabilité qu'ils fassent affaire avec moi. Donc, je vais retourner dans le volet planification de retraite parce que je veux quand même qu'on parle des normes d'hypothèse de projection. On a une formation là-dessus sur le site de l'Astuce Formation une formation qui donne un UFC en PDOM pour les planificateurs financiers, un UFC en courtage en épargne collectif pour les gens qui sont avec la Chambre de la sécurité financière. Et on parle de toutes les normes et c'est quoi les répercussions de ne pas appliquer ces normes-là dans un plan de retraite. Donc, et on voit des fois que, étant donné que les projections sont à long terme dans les plans de retraite, si je ne le fais pas, si je surévalue quelque chose, ça peut avoir super des répercussions positives, mais la réalité, c'est est-ce que ça va arriver? Donc, si on regarde, ça nous amène sur le site de la Chambre, pas de la Chambre, pardon, de l'Institut de la planification financière. Donc, comment je devrais projeter les rendements sur mes placements? Donc, parfois, je vois des plans de retraite qu'on projette à 7. Bien, ça, c'est peut-être ce que vous, comme gestionnaire de portefeuille, comme conseiller en placement, vous visez pour votre client. Mais la réalité, c'est que dans un plan de retraite, c'est pas le temps de jouer au héros, là, je le mets entre guillemets, là, parce que l'idée, c'est d'être pessimiste dans ce plan-là pour s'assurer que ça va arriver. Donc, si on est trop optimiste, puis finalement, on n'arrive pas à nos objectifs, bien là, c'est une retraite de quelqu'un qui peut être en jeu. Donc, l'idée, c'est d'être pessimiste, mais de remettre à jour le plan. Donc, si, exemple, cette année, mon portefeuille a donné 10 bien, quand je vais faire mon plan l'année prochaine, je vais considérer ce 10 %-là, mais je vais continuer à projeter à 4. Donc, le fait de prendre le 4 c'est selon le profil de mon client, mais si je remets mon plan à jour comme ça, je réussis à toujours être target avec les objectifs de mon client, puis être proche de la réalité, puis ajuster aux besoins. On voit qu'on a une inflation à 2,1 donc c'est des inflations à long terme. On s'entend qu'à court terme, elle est probablement plus élevée que ça, mais à long terme. Et un point qui est important, c'est l'espérance de vie. Parfois, les clients vont nous dire ah, ben moi, je ne pense pas vivre à plus que 80, 81 ans. Fait que fais-moi un plan à 80. Mais si la personne, finalement, meurt à 92, bien, entre 80 et 92, il y a 12 ans d'écart. Donc, en 12 ans d'écart, là, ça prend de l'argent pour financer tout ça. Donc, l'idée, c'est pas vraiment de regarder l'espérance de vie, hein, parce que l'espérance de vie, elle prend en considération les malades, elle prend en considération tout le monde, puis on fait une moyenne. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est les probabilités de survie. C'est quoi les probabilités que vous soyez encore en vie à cet âge-là, selon l'âge que vous avez aujourd'hui? Puis l'IPF met en place ce tableau-là, puis ils le mettent à jour à tous les ans. C'est super intéressant. Donc, on peut voir, par exemple, eux, ce qu'on va dire, c'est qu'à 25 de probabilité de survie, c'est à considérer dans un plan. Moi, ce que je dis plutôt, c'est que je veux avoir la discussion sur ce tableau-là avec mon client, puis je veux que mon client décide lui-même jusqu'à quel âge il veut que je projette son plan financier. Donc, si mon client aujourd'hui il a 60 ans, vous voyez, à 25 si c'est un homme, il y a 25 de chances qu'il vive jusqu'à 94 ans. Si c'est une femme, 25 de chances de vivre jusqu'à 96 ans. Donc, quand même, mais si je monte jusqu'à 50 qui est quand même relativement beaucoup comme probabilité, l'homme de 60 ans a 50 de chances de vivre jusqu'à 89 ans et la femme 91 ans. Donc, ça, c'est des données importantes à travailler parce que ben là, 91 ans, ça va peut-être me prendre un peu plus d'argent. Fait que je vais falloir que je monte à mon client s'il me dit moi, je veux dépenser 40 000 net par année. 40 000 net par année jusqu'à 80 puis jusqu'à 90 ans. Il y a une bonne différence entre les deux, ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, je risque d'avoir un problème de liquidité. Donc, où il va falloir que j'épargne plus d'argent pour y arriver. Donc, au moins, ça permet de mettre les choses en perspective et de démontrer à mon client l'importance de faire un plan puis que les hypothèses, en réalité, font toute une différence sur un plan de retraite. Donc, c'est important de travailler avec le volet des hypothèses. Dans l'outil, on parle également de fractionnement de revenus. Là, dans les stratégies de décaissement, on a tout le volet du fractionnement de revenus. C'est quoi les revenus qui sont fractionnables sur ma déclaration fiscale provinciale et fédérale? Bon, c'est quoi l'importance d'avoir un plan? Ça, on en a parlé. Est-ce que si je suis fortuné, est-ce que je devrais faire des prêts à taux prescrit? Là, actuellement, le taux prescrit est peut-être un petit peu trop élevé pour aller chercher certains avantages, là, tout dépendant du taux marginal d'imposition que je vais avoir. Et bon, comment je vais faire mes décaissements ensuite? Là, évidemment, ça va être dans un plan que je vais plutôt l'illustrer. Mais c'est pour ça que je vous dis des fois de trouver quand j'ai un client qui a une certaine fortune, ça me prend des logiciels qui me permettent d'illustrer des choses. Juste par exemple, au niveau des décaissements,
je peux avoir 2 approches dans ma pratique, hein. L'approche de maximiser le plus possible mes revenus de retraite pour qu'il me reste rien ou presque rien à la fin. Parfois, c'est l'approche qu'on va utiliser. Quelqu'un dit: «Ben, moi, je veux dépenser tout ce que j'ai, puis à 95 ans, il ne reste plus d'argent». OK, ben voici ce qu'on pourrait faire, puis on pourrait même le faire en certaines phases, là, les 10 premières années, on en dépense plus, et cetera. Ou de l'approche de quelqu'un qui dit: «Ben, moi, mon coût de vie, je suis pas mal sûr qu'à 60 000 net par année, je vais en avoir assez indexé, là, si on indexe ça, pour toute ma vie. Puis évidemment, normalement, le coût de vie diminue parce qu'on fait moins d'activité, mais il peut augmenter à cause des soins de santé. Donc, on prend toujours le même montant. Mais ce que je veux à la fin, c'est d'avoir la plus grosse valeur successorale possible pour mes enfants. Mais objectif numéro un, c'est ma retraite. Puis objectif numéro deux, ben, s'il peut en rester, je veux qu'il en reste le plus pour mes enfants. Quand on va aller vers cette optique-là, ben, ça peut arriver que des stratégies de diversification de portefeuille avec les assurances soient intéressantes. Mais si la personne, c'est de maximiser son. Ben, là, il n'y aura pas d'assurance vraiment dans ce volet-là parce qu'on va tout retirer l'argent. Donc, on ne veut pas prendre des liquidités pour investir dans une somme immobilisée, entre guillemets, pour le volet de la retraite. Là, après ça, ben, selon ce besoin-là, comment qu'on le finance? Est-ce qu'on le finance complètement avec les régimes de l'État ou on les repousse les régimes de l'État pour sortir certains placements? Et c'est quoi les ordres de décaissement? Est-ce que c'est le REER en premier, les non enregistrés, mon CRI, mon FRV, comment qu'on va générer tout ça? Bien, probablement que l'idéal, ça va être un peu de tout ça en même temps pour s'assurer d'avoir un taux d'imposition probablement le plus bas possible. Mais parfois, on dit, moi, je veux retarder mes REER le plus possible pour ne pas avoir payé de l'impôt aujourd'hui. C'est juste que si je retarde, puis je me retrouve à décéder, puis que j'ai encore beaucoup, beaucoup de REER ou de fer à ce moment-là, puis qu'on me taxe tout ça à 53 d'imposition, j'ai peut-être pas gagné en faisant ça. Mais en le mettant dans le plan, on va le voir. On va le voir sur la valeur successorale. Parce que oui, sur le coup, vous allez peut-être payer de l'impôt, moins d'impôts de votre vivant, mais si vous en payez trop à votre décès, ben, c'est pas mieux. On est allé rechercher ce qu'on se devait de l'autre bord, puis même parfois plus. Donc, c'est là que ça devient important de faire un plan de décaissement optimal, puis de le suivre au fil du temps, puis que parfois payer plus d'impôts de mon vivant, si mon objectif est au niveau successoral, c'est peut-être pas nécessairement un problème. Donc, c'était le sujet du balado aujourd'hui. En fait, beaucoup d'informations sur Astuce Max au niveau de ce volet-là, au niveau de les stratégies de retraite. Mais je pense que pour un conseiller qui va être longtemps dans l'industrie, je pense que c'est intéressant d'appliquer ça dans notre travail. Et bon, ben, pour combler tout ça, ben, on a une formation sur le site de l'Astuce Formation qui est au niveau du décaissement. Donc, c'est un 2 heures de formation sur le décaissement. Ça va donner 2 FC, évidemment. Il y a 2 FC, il y a 2 heures de formation aussi pour le barreau du Québec. Donc, les gens qui sont avocats, qui suivent nos formations, la formation est accréditée pour 2 heures. Il y a des formations également sur les normes de projection, sur l'impact de l'inflation également, l'impact de la longévité aussi au niveau de la retraite. Donc, c'est toutes des formations qui sont disponibles sur le www.astuceformation.com. Merci d'avoir assisté à ce balado et on se dit à la semaine prochaine.